On est le 21 septembre et bienvenue en prenant votre café. C'est aujourd'hui l'automne. C'est aujourd'hui bon automne. C'est le temps de faire des citrouilles, c'est le temps de cuisiner, c'est le temps de boire du vin. J'en bois plus. C'est le temps de faire... Ben, j'en bois encore, des fois. Je vais vous parler de Cogeco qui demande une diminution des quotas francophones. Le red tape en entreprise, combien ça coûte? Le red tape, c'est le red tape. Donc, on va jaser de ça. Les 100 premiers jours de Courtney, c'est intéressant, mais que pense-t-on des 100 prochains jours? PKP, il vaut combien? J'ai le chiffre STM, 300 millions de différence entre la version patronale. Quand tu as un syndicat qui rentre dans ton entreprise, tu es cuit. J'ai le goût de vous parler d'Elisabeth Rioux, qui n'est pas reconnue comme une femme entrepreneur. Les huiles du Québec, je vais passer pour ma paroisse. Véro et Louis qui déménagent. Tiens, je voulais aller habiter là. La Chine, combien qui faisait de bébés en 1960? C'est aujourd'hui que je commence à vous teaser avec François Laferme. Vous allez voir quelques stories. Donc, si vous pouvez faire un like, le partager, je vais avoir beaucoup de monde. Je vais le mettre disponible dimanche prochain seulement. Voilà. Je suis en campagne. J'ai ajusté mon son aussi ici. Je pense que ça doit bien aller. J'espère. Et on va toujours améliorer. Maintenant, j'ai ChatGPT qui m'aide parce qu'avant, c'était impossible à faire. Donc, voilà. J'ai le goût de vous parler de Cogeco qui demande au CRTC de diminuer les quotas. Il doit jouer en 65 et 55 % de musique francophone. Et il demande de le réduire à 40 %. Puis, c'est pas un désaveu vis-à-vis de la musique francophone. Tu sais, une entreprise se doit de desservir ce que le client veut. Si on n'aime pas ce qui se passe à la radio, quand même qu'on nous force avec un quota, on va changer de poste. Si on ne change pas de poste et on est tanné de la radio, on va s'en aller vers le streaming où on va écouter ce qu'on veut. Un podcast. On va l'écouter Spotify en auto. Donc, on va faire ce qu'on a le goût de faire. Et c'est là que le CRTC, qui est une invention des années 50, n'est plus valable aujourd'hui. Tu sais, c'est un peu niaiseux que la musique, ils ne peuvent pas compétitionner contre quelque chose de nouveau. C'était pas là le streaming avant. Faut pas en vouloir, là. Faut pas que les artistes sautent, grimpent des rideaux, là. Regardons la réalité. Si on n'aide pas les radios à être plus compétitives, ils vont finir par tout disparaître, une après l'autre. Ils font pas beaucoup d'argent, les radios, là. Et avant, là, je ne dirais pas les tarifs que je fais en ce moment, là, mais il était à un moment donné, faire de la radio, là. Un petit spot de 10 minutes, c'était entre 300 et 500 $, là. C'est plus ça, pas tout. Pour moi, là, mettons que tu fais une chronique, là. Puis ça, pas tout. En 2014, là, tu me demandais de faire une chronique à radio. C'était entre 300 et 500 $. Mais on n'est plus là, pas tout, là. Donc, ils n'ont plus d'argent. Donc, il faut les aider. Il faut arrêter de mettre des barrières. C'était peut-être bon avant, parce qu'il n'y a pas de compétition. Maintenant, il y a une compétition, puis il faut se moderniser. Mais c'est ça. C'est ça qui est le danger dans toutes les affaires. C'est la même chose avec la gestion de l'offre. C'est la même chose avec le CPTAQ. C'est la même chose avec un paquet d'affaires. Il faut regarder puis se moderniser. Tu ne peux pas faire une loi basée sur les années 50, les années 70, puis penser que c'est comme ça pour le restant de nos jours. C'est ça, les organismes gouvernementaux. Puis après ça, ils se bâtissent des affaires alentour de ça. Donc, ils ne veulent pas changer, bien entendu. C'est des jobs. C'est leur job. Puis il n'y a pas grand gouvernement puis ministre qui ose aller challenger ça, hein. François-Philippe Champagne, sur un autre sujet, on va faire ça comme ça. Sur un autre sujet, François-Philippe Champagne, ouais, le ministre, on va couper, vous allez couper 5, 10, 15 %. Ben, il n'a même pas déposé son budget avec l'Agence du revenu du Canada qui répond à 5 appels par jour, par personne, alors qu'en moyenne, on devrait avoir à peu près 50 appels par jour par agent. Les autres, ils n'en prennent même pas un à l'heure. Mais ils embauchent. C'est ça, le gouvernement. Ben oui, mais il faut répondre aux appels. Oui, mais es-tu efficace? Ben non, mais c'est pas important. Il faut répondre aux appels. Oui, OK, mais es-tu efficace? Ben non, de quoi tu parles? Efficacité, ça donne quoi, ça? L'efficacité? Non, on a besoin du staff. Fait qu'il embauche.
C'est pour ça que le gouvernement grandit à tour de bras. Il y en a un qui dit on va arrêter, puis là, les autres, de leur côté, tirent la couverte de leur bord. C'est toujours comme ça. Quand tu décides de mettre la hache dans n'importe quel département d'une entreprise, c'est non négociable. Tu t'arranges avec ce qu'on a. C'est impossible que le nombre d'appels, si le nombre d'appels a augmenté, il faut regarder le problème à la source. Quel est le problème qui fait que les gens appellent? C'est ça qu'il faut que tu règles. Pas de prendre des appels d'un problème qui est encore là. Moi, on dit que des fois, j'aimerais ça être le Doge du Canada. C'était pas le rôle de Michael Savia, ça? Il est où, Michael? Le red tape, c'est toutes les réglementations. Regardez, je viens de recevoir une lettre de la CNSST. Il faut faire une politique d'équité en matière salariale, comparer les salaires comparables avec ce qu'on a avec l'industrie, puis produire notre politique d'équitabilité. Ben, je vous annonce aussi que c'est juste des femmes. Il y a juste Mathieu et moi qui sont des hommes, le reste, c'est des femmes. Et est-ce qu'on les paye bien? Ben, pas mal mieux que l'industrie, je vous dirais. C'est pas mal réglé, mais c'est quand même de la paperasse. Ben, vous savez, de 2006 à 2021, pensez à un chiffre, combien il y a eu de nouveaux règlements au Canada entourant les entreprises? Dépendamment de quelle entreprise tu es, là. Combien? Pensez à un chiffre. Vous allez capoter quand je vais vous dire le chiffre. Moi aussi, j'ai capoté en le disant. Il y a eu 100 000 nouveaux règlements. Ça ne touche pas tout le monde. Là. Mettons, tu es agriculteur. Bon, tu en as une partie pour l'agriculture, tu en as une partie pour ça, tu en as une partie pour ça. Tu en as une autre affaire sur les heures d'ouverture, tu en as une autre partie. OK, tu ne peux pas avoir plus que 5 employés, tu ne peux pas. Vous voyez le nombre, dépendamment de chaque département, 100 000 nouveaux règlements depuis 2006. On n'enlève jamais. On en rajoute. Ça, c'est ce qu'on appelle du red tape. Ça coûte 1% en PIB. Chaque gouvernement dit qu'il y en a trop puis essaie de l'enlever. Comme les emplois ne sont pas capables. Enlever quelque chose, là, c'est de faire passer pour un sauvage. La personne, le ministre ou le premier ministre qui arrive et dit « Moi, enlève ça. » Stephen Harper en enlève un petit peu. Mais il faut que tu rentres comme un sauvage là-dedans, comme un chat dans un jeu de quilles. Là. Tu ne peux pas le faire hein, sans casser des omelettes, ça ne marche pas. 100 000. 100 000. Ça, c'est comme les 100 premiers jours de Mark Carney. Hein? On l'a vu se promener beaucoup en Europe. On l'a vu pas aller souvent aux États-Unis. On l'a vu aller au Mexique. Il se promène un peu partout, mais pas encore aux États-Unis. C'est bien les 100 premiers jours. Mais il ne faut pas oublier que ce gouvernement-là est minoritaire. Il va déposer un budget le 4 novembre. Et ça se peut que le budget soit rejeté. Si c'est le cas, on va en élection. Donc, il faut qu'ils convainquent les partis d'opposition que c'est une très mauvaise idée, quand même qu'ils n'aiment pas le budget, d'aller en élection. Est-ce qu'on veut retourner en élection pour avoir du pareil au même à la fin? On ne connaît toujours pas l'équipe de Poilievre. Il me semble que si je suis Pierre Poilievre, là, puis je pense défaire le gouvernement après le budget, mettons, je commence à faire connaître mon équipe parce que c'est ça qui l'a nuit la dernière fois. Est-ce que les partis d'opposition sont assez game de le faire? Est-ce que le Parti québécois va avoir le courage? Est-ce que le Parti conservateur va avoir le courage? Ils veulent avoir le pouvoir. Mais il faut que Pierre Poilievre fasse connaître son équipe et sa presse, là. On ne connaît personne au Parti conservateur. Personne. Donc, Mark Carney, il faut qu'il convainque maintenant que les 100 prochains jours, dans les 100 prochains jours, qui est un vrai gouvernement, et qui s'occupe bien de nous autres, les Canadiens. Il a l'air pas pire à date. Il faut lui donner ça, là. Il a l'air pas pire. Il n'était pas la personne pour contrebalancer Trump. Mais Pierre Poilievre non plus, puis Jack Mincing, puis à peu près personne était capable d'aller affronter Trump. Trump affronte Trump. C'est Trump contre personne, tout simplement. Au Québec. Les slogans de campagne. Les slogans de campagne. Hein? De Montréal. Je ne sais pas tous les autres, on va en prendre un à la fois. On commence par Montréal. Projet Montréal avec Luc Rabouin. Voyez-vous, ça va peut-être être notre futur maire. On va se le dire, là. Regardez, il y a Projet Montréal, Luc Rabouin, Soraya, Ensemble Montréal et Transition Montréal.
C'est gauchiste 1, comme dirait Mathieu Bock-Côté, gauchiste 2 et gauchiste 3. Soraya, elle travaillait pour Trudeau, qui était un gauchiste. Transition Montréal, Sauvé, il était extrême gauche dans notre langage de gauchiste ici au Canada. Et Projet Montréal, ben, c'est la gauche de Valérie Plante. Là. Il en fait partie. Il était un des architectes du désastre de Montréal. Donc, le Projet Montréal, pas de slogan, que des solutions. Ensemble Montréal, écouter et agir. Et Transition Montréal, ben, j'en ai parlé hier, avec courage pour Montréal. Ça, c'est 3 grands champions. Gauchiste 1, gauchiste 2, gauchiste 3. Moi, je vois ça, là. Puis je suis découragé. Mais quand même, je me présenterai. On ne voterait pas pour moi. OK? Mais ça n'a pas de bon sens, ce qui se passe. Ça n'a pas de bon sens. Il faut falloir mettre à un moment donné Montréal sous tutelle, là. Et une autre affaire, quand est-ce qu'on va mettre en tutelle la SAQ? C'est business as usual. Pendant qu'il y a la commission Galland en ce moment, là, c'est business as usual. Les mêmes désastres qu'on a faits, il est encore là, là. Carl Malenfant, ce grand menteur-là, Jojo, Manon, Poupou, Keki, hein? Dans ses emails, il s'est envoyé un appel d'offres de soumission qui était supposé être barré à 4 tours, qui n'était même pas supposé avoir. Ça l'a envoyé par son email. Puis pendant que l'avocat lui lit ça, il dit « Excuse-moi, je t'étourdis. Je peux pas t'écouter. Je t'étourdis, il faudrait prendre une pause. » Voyons, sacrament. Voyons donc, vous autres. Ce king-là qui s'est fait foutre à la porte d'Hydro-Québec, qu'on a embauché sans vérifier ses antécédents à SAQ, qu'on lui a donné des millions dans les mains, qu'est-ce qu'il dit? Hey, écoute, ben, la SAQ est milliardaire, là. On s'en fout combien ça va coûter. Puis là, tout étourdi. T'es pas supposé s'envoyer ça. Ça devrait être illégal. Devrait te faire poursuivre pour ça. C'est beau, la commission Galland, là. Mais on s'est fait fourrer d'1,2 milliard. Par lui, entre autres, puis toute la gang d'incompétents qu'on a mis en place. C'est bien beau, là. L'UPAC va lever des enquêtes. L'UPAC, elle ne foutra rien du tout là-dedans. Les poursuivre pour de l'argent? Ils n'ont pas une scène. Excuse-moi, je t'ai tourné. Voyons, ciboire, c'est-tu assez du mauvais acting? L'autre est en train de dire qu'il s'est envoyé un email. L'autre dit non, je ne me suis pas envoyé d'email. Il montre les emails. Excuse-moi, je t'ai tourné. Il ne savait pas. Il s'en souvient plus qu'il s'est envoyé un email là-dessus. Voyons, non. Quand tu t'envoies un email perso à ton adresse perso, c'est parce que tu le sais, tu vas envoyer un document pour peut-être les envoyer à quelqu'un d'autre après. Tu sais. Voir, regarde, je te donne ça, tu me donnes ça un petit peu d'argent à côté. Allons voir ses comptes de banque. Un peu. Il a dû s'envoyer ça dans un compte caché, là. Pas cave, là. Il ne doit pas être cave à temps plein. Un crosseur, c'est crosseur pour les autres, mais c'est assez bon pour eux autres. Tu sais. Il s'en souvient en tabarnouche pour eux autres. Hey, dans la presse, il y a un trouble qui a adopté une petite fille. On en a parlé jeudi au débatteur. Le problème, c'est que c'est ce trouble-là qu'on a vu à la télévision de nouveau. Et c'est dans le Journal de Montréal. Et dans le Journal de Montréal, ils sont à visage caché. Ils sont à la TV. Hey, regarde, nous autres, on a adopté. Puis, il y a juste 2 pères là-dedans parce qu'on ne peut pas en mettre plus que 2. Puis, on veut que les 3 soient considérés comme le père de la fille. Et pas de problème. Ben, oui, j'ai un problème. Ben, oui, c'est vrai, j'étais contre. Bon, je ne suis pas contre le couple, mais à un moment donné, hein, c'est pas les tripes des parents qu'il faut qui viennent en changement du trip des enfants. Là. Pas le trip, mais la responsabilité des enfants surtout. Hein, et l'épanouissement de l'enfant surtout. Quand ça va bien un couple. C'est pas quand ça va bien, c'est s'ils se séparent. Est-ce qu'ils se séparent? Regardez autour de vous, combien d'entre vous est encore avec la même conjointe de vos enfants? Ceux qui ont des enfants. C'est juste qu'ils ont des noms fictifs dans le Journal de Montréal, ils sont cachés, mais ils ont fait une entrevue à découvert à nouveau. C'est un peu niaiseux. Assume, à un moment donné. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux dans ta démarche, montre ton visage. Tu l'as déjà montré une première fois. C'est comme ça. Et la STM, bon, elle
en grève lundi, demain. Oui, parce que là, la partie patronale est vraiment pas correcte. Non, 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 non. Ils vont dans les journaux parler de nos conditions. Les autres, ils ne veulent pas se faire rattraper par les autres sociétés de transport. Vous voyez comment ça marche? Les autres sociétés de transport, ils disent, écoute, on ne gagne pas assez par rapport à la STM. Fait que là, les désarbitres qui arrivent, ils disent, ben oui, t'as raison, hein. Ils ne pensent pas que la STM, ils gagnent déjà trop. Fait qu'ils disent, OK, parfait, on va te donner le même salaire qu'à la Société de transport de Montréal. OK, parfait. La Société de transport de Montréal, ils disaient, t'es un peu, là. Eux autres, ils ont le même salaire presque que moi. J'avais une différence de 25 je suis exploité par la ville. Je veux plus. Il y a 300 millions qui séparent. Vous savez ce qui va arriver? Ils vont plier à un moment donné. Là, ça joue du bras. L'entente! L'entente, c'est quoi? Le gouvernement va pomper de l'argent là-dedans, comme d'habitude. Guilbeault était supposé les tenir net. Le seul moment que Guilbeault a mis son gros bon sens, c'était pour les clôtures de piscine. Hey, on est dans un État spécial au Québec. Hein? C'est presque comme quand on était contrôlé par les églises. Il y a il y a une loi sur les heures d'ouverture des centres d'achat et des commerces. Tu ne peux pas ouvrir samedi soir, dimanche soir. Tu vas être fermé parce que c'est une loi. Puis là, on fait projet pilote. Peut-être passer dimanche matin, là. C'est tanné, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Je suis tanné. Voyons donc, à un moment donné, là, on a parlé des règlements. Là. Tu sais, ça en est un règlement, ça. Tu sais? Tu ne peux pas être plus d'employés, tu ne peux pas en avoir ça. Faut que tu fermes le samedi soir à 5 heures. Oui, mais la place est pleine, faut que tu fermes. Pourquoi? Puis il y a une loi. Oui, mais ça s'arrange quoi, personne? Il y a une loi. On ferme le samedi soir. On va faire un projet pilote avant de décider. Tu veux ouvrir ton commerce? Tu ouvres ton commerce. Tu veux le fermer? Tu le fermes. Tu veux ouvrir 24 heures? On ne parle pas de vente d'alcool, là. Tu vas vendre des souliers à 3 heures du matin, ça t'appartient-tu? Oui, mais le droit des employés, s'il y a quelqu'un qui veut travailler dans la nuit, mettons, c'est bien son problème. Il va falloir un moment donné qu'on dise, regarde, là, en 2025, là, on laisse tomber ça. Là. On laisse tomber ça. Ah. Comment va la Chine? Comment va la Chine? Parce que là, ça se fait mener par Trump, on ne veut pas acheter ses autos, hein? Un indice pour regarder comme la Chine, ben moi je la suis là, parce que j'ai des parts dans un fonds basé sur les actions de la Chine et regardez, depuis 1 an, comment ça va? Hein? Depuis le 1er 25 janvier 2024, 2 ans. On s'en va en 2026, ça valait 22 piastres et ça vaut 40. Est-ce que, donc c'est les plus grandes compagnies chinoises qui sont cotées à la bourse de New York. Donc, comment ça va, la Chine? La Chine, c'est plus, elle exporte plus qu'aux États-Unis. Puis elle a dit, OK, parfait, je ne peux pas exporter aux États-Unis. Donc, je vais mettre mon effort vers l'Afrique, vers les autres pays asiatiques, vers l'Europe, vers l'Amérique du Sud. Ils ont encore un surplus commercial de 1000 milliards par rapport aux autres pays. Ah, il y a des challenges en Chine aussi, là. Mais ça va bien. Fait que, est-ce qu'ils sont capables de tenir tête aux États-Unis? Ben oui. Ils s'en foutent un peu. Ils s'en foutent pas, là. Mais Donald Trump n'a pas le pouvoir sur la Chine comme il voudrait l'avoir. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de grandes ententes potentielles entre les deux. Parce qu'ils se sont virés de bord et sont allés ailleurs. La mondialisation, c'est ça, là. Donald Trump, il pense qu'il contrôle le monde, puis regarde, on va mettre tout le monde à mes pieds. Non. Non. Il y a des alternatives, puis on le voit, la Chine va bien. Ah, il y a plein de challenges, là. Plein. J'avais le goût, je suis allé voir les plus riches. J'avais le goût de vous montrer ça, encore une fois. On s'en fout des plus riches. Ben, on s'en fout. Mais j'aime ça regarder ça. World's Real-Time Billionaires. Et
Bon, c'est Elon Musk qui est à 480 milliards, tu as Larry Ellison 370. L'autre jour, il a presque frôlé, hein, Larry Ellison, puis il a rebaissé beaucoup. Mark Zuckerberg qui augmente quand même beaucoup. Mais c'est pas ça que je veux vous montrer. Je vais vous montrer lui ici, qui était sur la première page. Pourquoi il s'est enrichi? Je ne sais pas pourquoi ils ont montré Pierre-Carl Pellado. Mais Pierre-Carl Pellado s'est enrichi de 10 millions vendredi. Il vaut 2,4 milliards. Quand même. Il est le 1000... Attends un peu, je l'avais tantôt. 1600, c'est un peu ce marqué. 1625 in the world today. Il est le 1000... Quand même, hein? OK, vous allez me dire, son père est né avant lui, là. Mais il était 1763, donc avec son enrichissement, 1625 plus riche au monde. Quand même pas rien, là. Tu es dans le top 2000 au monde, là. Tu sais, tu te promènes, c'est moi le plus riche. C'est moi le plus riche. C'est moi le plus riche. Ça ne change rien, là. Tu sais, c'est vraiment être narcissique de penser comme ça, là. Mais tu peux te promener à peu près partout pour dire, ben, je suis le plus riche. Il n'est pas le plus riche au Canada, là, ni au Québec, mais quand même. Hein? Quand même. Je voulais vous le montrer. J'ai pas regardé l'entrevue de Sophie Durocher vendredi avec Elisabeth Rio, mais je la suis depuis longtemps, Elisabeth Rio, qui est Oaka Swimwear. Et Elisabeth est allée parler de le père de ses enfants, qu'elle s'est fait battre par lui. Et entre autres, elle a parlé d'affaires. Et je la suis depuis longtemps, parce que j'avais déjà donné une conférence à son groupe, il y a très longtemps. Elle était jeune, elle avait 16 ans puis 17 ans. Puis, ce que sa cousine me dit, éventuellement, elle m'a dit, tu sais, François, tu allé donner une conférence à telle place, puis il y avait une petite fille qui était là. Aujourd'hui, elle s'appelle Elisabeth Rio, puis je la suis depuis longtemps. Et je trouve que c'est une bonne femme d'affaires. Ça a l'air de rien, là. Elle a eu un documentaire sur Prime, et elle montre ses fesses. OK, avant des maillots, elle a un beau corps. Bon, chacun ses goûts, c'est pas mon goût, mais elle a un beau corps. Elle a un corps qui se vend. Donc, elle montre ses fesses pour vendre ses maillots. C'est ça qu'elle fait. Elle tient elle se tient en santé, puis c'est ça qu'elle vend. Est-ce qu'on peut y en vouloir? Absolument pas. Elle est dans 80 pays. Elle est suivie par presque 2 millions de personnes sur Instagram, peut-être moins sur TikTok, mais quand même, c'est un beau succès. Elle n'est pas vue comme une femme d'affaires. Caroline Néron est vue comme une femme d'affaires, avec raison. Daniel Henkel, Christiane Germain. 80 pays. Qui est dans 80 pays parmi nous? Moi, je passe souvent devant sa boutique. Là. C'est quand même gros, là. Pas sa boutique, mais son entrepôt. C'est pas rien, là. Marie-Lou, c'est une femme d'affaires aussi. Il faut regarder des fois, là, le milieu des affaires. Moi aussi, je suis snobé par le milieu des affaires. Là. Ils ne me voient pas comme un homme d'affaires. Oui, mais parce que j'ai des dragons, là. Mais quand je parle de mes popcorn, ma barbe à papa, puis ma crème, puis mes savons, ils pensent que je m'amuse, là. Que c'est un hobby, là. Vous le voyez, vous autres, vous me suivez, vous le voyez que c'est un hobby. Loin de là. J'ai du fun. Mais c'est une vraie entreprise, là. Donc, dès que tu sors du moule, usine, subvention. Alexandre Taillefer, c'est vu comme un grand homme d'affaires. Subvention. Tu sais, il faut regarder ailleurs. Il y en a un paquet d'autres modèles que les modèles traditionnels. Qu'on peut s'inspirer. Moi, le Marie-Lou, ça m'inspire. Je vous en parle souvent. Que je regarde pas son site web, je ne vais pas voir, mais je regarde son ranking de son site web pour voir où, elle se situe où, elle. Puis comment je peux m'approcher? Et dans le 2000, moi, j'étais à 10 000 au Canada. Comment je peux m'approcher de ça? Pas en enlevant des marchés, en m'inspirant de ce qu'elle fait. Ça fait longtemps qu'elle est là, puis elle travaille fort, puis elle fait des belles photos, puis il y a beaucoup d'articles sur son blog. Mais c'est comme ça qu'on grandit. Moi, ça m'inspire. Elisabeth Rio, ça m'inspire aussi. Je trouve ça le fun de voir ça. Très, très le fun. Un super article, moi qui aime tellement les syndicats dans le National Post. Super article. Comment ne pas avoir un syndicat dans ton entreprise? Parce qu'un syndicat qui rentre dans une entreprise, c'est un peu ratoureux. Hein? Ça passe par en arrière, ça va dans un stationnement, ça vole la liste des employés, ça demande à quelqu'un, parce que ça prend souvent un employé dans la place pour dire « Hey, on devrait se syndiquer », il prend la liste d'employés, il donne au syndicat, c'est pas légal, mais le syndicat et la légalité, ça en balance un petit peu. Là. Et lancez-moi pas des tomates, là. On le sait qu'ils ont presque cassé des gueules dans le temps qu'ils voulaient syndiquer la SQDC, là. Hein? Le pote, là. Donc, c'était réel. Et il intimidait les employés dans les stationnements. J'invente rien, là. Je pense que tout le monde le sait que ça se passe pas mal comme ça, là. Mais dans le National Post, qui sont assez sur le capitalisme anti-syndical,
Et il explique, s'il rentre chez vous, t'es cuit. Tu ne rouleras plus ton entreprise. Regardez ce qui se passe chez Post Canada. Qui roule l'entreprise? La direction ou le syndicat? Qui roule la STM? La direction ou le syndicat? Air Canada. Qui roule Air Canada? Voulez-vous que je vous en donne un paquet comme ça? À quel moment que le syndicat va comprendre qu'il est bien mieux d'avoir une société en santé que d'essayer de la tirer vers le bas? Pensez-vous que le syndicat, aussi fort qu'il est chez Post Canada, il y a des chances de faire plier Post Canada pour le futur de ses employés? L'inévitable va arriver, là. Il y a trop d'employés à Post Canada par rapport au volume qu'ils ont. Ils font suer en ce moment les entreprises, ceux qui ont décidé d'envoyer des pamphlets. Ils ont décidé de les faire suer en ne les distribuant pas. Ils vont finir par se trouver une solution, là. Comment ça se fait qu'un syndicat décide ce qu'il va livrer ou pas? C'est un lockout ou un congédiement. Mais la direction a trop peur. Quand un syndicat est en place, tu ne peux plus rien faire. Plus rien faire du tout. C'est ça. Il y a un groupe qui est en train de se former avec les huiles du Québec. Je vous en ai parlé un petit peu. Il m'a demandé d'être dans le groupe, puis bon, je pense pas rentrer dans le groupe, pas parce que je les aime pas, parce que je suis encore un petit joueur. Puis j'ai des portes d'entrée vers les points de vente, mettons Provigo, je peux tous les contacter. J'ai des contacts. On est déjà dans certains points de vente. J'aurais pas assez d'huile de toute façon. Ce qui me fâche un peu, c'est pas que le groupe veut s'organiser. C'est comment ça se fait qu'on a l'Union des producteurs agricoles, le ministre de l'Agriculture, n'est pas capable de reconnaître qu'une filière est en train de se bâtir pour faire des huiles au Québec, pour être autonome. On ne sera jamais autonome, mais le but, ça serait de l'être. Et ça ferait des campagnes pas mal plus belles que des champs de maïs et des champs de soya qu'on subventionne assez régulièrement. Comment ça se fait que le ministre de l'Agriculture ne regarde pas et dit, écoutez, c'est intéressant. Il est supposé avoir une vision de l'agriculture. Il est supposé d'être à l'avant-garde, de fouiller et de dire, hey, regarde, on devrait s'en aller là. Encourager des gens. Tu n'es pas obligé de donner de l'argent tout le temps. Mais il pourrait faire une campagne, au lieu que ce soit des gens qui s'organisent un petit groupe, qui vont mettre de l'argent de leur poche. Ils vont aller chercher des subventions, là. Mais voyez que c'est à l'envers. Il sert à quoi le ministère de l'Agriculture si ce n'est pas de dire, hey, on veut de l'agriculture rentable au Québec, puis la transformation de l'huile, c'est beau. Des champs de tournesol, c'est plus beau. Des champs de cameline, c'est plus beau. Puis on va faire du canola, puis oui, on en fait. On va encourager les gens à en faire. On va les épauler là-dedans. Pas besoin de subvention, là. C'est ça qu'on s'attend de l'Union des producteurs agricoles. C'est ça qu'on s'attend de l'agriculture. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Mais non, c'est une gang de marginales comme moi qui en font. Puis il y en a des plus gros, là. Je suis un marginal. J'en parle beaucoup parce que j'ai une voix par l'entremise de mes réseaux sociaux. Et notre huile, je ne connais pas les huiles des autres. Notre huile est excellente. Et je veux vous l'avoir. Je veux que vous l'ayez dans les mains. Elle est bonne, notre huile. Vraiment bonne. Est-ce que j'ai peur d'en manquer? Oui. Oui. Je vais voir la récolte, mais il y a des places, la récolte n'est pas belle cette année à cause qu'il a manqué d'eau. Donc, c'était peurant. On va voir, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. M'a gardé l'huile pour mes cosmétiques. C'est comme ça. C'est l'agriculture, c'est d'être en affaires. T'sais, ça arrive, tout peut arriver. Et je vais garder pour les cosmétiques, mais si je ne suis pas capable d'en vendre de l'huile, bien, je vais en avoir, là. Mais je vais-tu en avoir assez pour un an au complet? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je trouve ça plate que des gens sont obligés de s'organiser. De proactivité. C'est ça qui manque au gouvernement. Venez nous présenter notre projet. Ta gueule, esti. Venez voir ce qui se passe dans les campagnes. Du coup, non, tabarnak, il fait de l'huile, lui. Comment ça se fait qu'il parle de l'huile? Puis l'autre en parle aussi. Puis avant ça, l'autre a fait de la cameline, elle l'exporte en Belgique. Pas besoin de la gestion de l'offre, là. À un moment donné, juste être organisé. Hey, on revient à la bourse un petit peu. Starbucks. Je vais vous parler de Starbucks. Ça fait 6 trimestres en ligne qu'ils perdent de l'argent. Pas rien, là. Et ce qui a fait le succès, regardez l'action, là, il avait amené un sauveur à un moment donné, mais le sauveur n'a rien foutu, là. Ça n'a rien donné, là. Pantoute. Donc, depuis 2020, ça a monté, mais on est revenu au même niveau qu'en 2019. Ça fait 6 ans. 6 ans de perdu avec Starbucks, si vous le gardez à long terme. Ce n'est pas des blagues, là. Et
ce qui a fait le succès de Starbucks, c'est les cafés frappuccino glacés avec du matcha, puis ouais, hein? Ben, ça prend du temps à préparer ça. Et ça coûte cher. Les clients se sont tannés. Ils sont devenus de plus en plus impersonnels parce qu'ils sont dans le jus. Ils ont eu beaucoup de succès, ils sont dans le jus, ils ne font plus d'eye contact. Le président passe le temps à dire au barista, faites des eye contact. Regardez la personne quand tu lui prépares. Donnez-y, parce qu'il a attendu longtemps. Fous-toi pas de lui. Mais regardez Tim Hortons, ce qu'ils sont en train de faire. Va essayer d'aller manger chez Tim Hortons, chercher un café à l'heure du dîner, quand les gens commandent la pizza. Je m'en donnerai des nouvelles pour le fun. Bon, j'aime pas tellement le café Tim Hortons, il est tout le temps trop chaud, il faut que je le prépare, il faut que j'y pense une heure avant. Tu sais. Eh bien, je vais vous montrer où est-ce que je pensais un jour aller habiter. Je me suis dit, on va vendre ma maison, puis m'aller habiter. Là, Véro et Louis ont vendu leur condo. C'est là que je voulais aller habiter. Au 1420 Mont-Royal. Mais ils l'ont vendu. Probablement que je ne sais pas où ils sont partis. Là. Pas vraiment grave. C'était des belles places. C'est des beaux condos. Des très, très beaux condos. On prenait une marche un moment donné pour on est allé visiter. Bon, je ne l'achèterai pas, là. Je n'irai pas vivre là. Parce que je me rends compte que j'aime ma maison. Je veux l'agrandir quand même. Et j'aime le fait que je suis capable de marcher. Pour aller manger au restaurant sur la rue Laurier, pour aller me faire couper les cheveux, pour aller à la pharmacie, je marche tout le temps, tout le temps. Eux autres sont à 2 km de chez moi, près du Sepsum. C'est beau, mais tu es dans un coin perdu, tu es toujours en auto. Marché, supermarché, pas là. Il n'y a rien que tu peux faire à pied. Donc, c'est pas intéressant. Donc, c'était beau, vraiment beau, mais finalement, non, on n'ira pas là. Hey, la génération Z, on parle souvent de vous. Hein. C'est fini les mélanons. Là-bas, on parlait que des mélanons. Maintenant, la génération Z, vous choisissez 3 fois sur 5 le kids menu au restaurant parce que vous êtes cheap. Vous n'avez pas d'argent. Vous ne voulez pas tiper. Vous pensez que les tips, ça devrait être terminé, cette affaire-là. Ils ont un peu raison aussi. Là. Que les employés payent mieux, les employeurs payent mieux les serveurs, puis that's it, là. C'est un peu niaiseux de tiper, là. T'sais. Je type pareil, là. Vous savez, la Chine, pourquoi il y a eu autant de succès, pourquoi il y a autant de gens, puis comment ils se sont organisés? En 1960, il y avait 4,5 enfants par famille. Aujourd'hui, un seul. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent dimanche et venez nous voir sur françoislambert.one.